choix de faire ces systèmes de casiers qui ne sont pas des casiers en eau permanente. En fait, voilà. C'était le choix de moindre impact territorial sur les usages, sur la vie locale, et c'était aussi le choix de moindre impact environnemental. Mais ces casiers ne soutiendront pas l'étiage en quelque sorte. Non, ces casiers seront monofonctionnels, ils ne soutiendront pas l'outillage. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi très travaillé en fait? On parle des inondations beaucoup, des crues, etc. Est-ce qu'on travaille aussi autant sur l'impact des étiages et du manque d'eau? Parce que voilà, il faut soutenir aussi. On a l'impression que c'est quasiment aussi grave que diluer les effluents si on ne peut plus. On est conscient de pas mal de choses. On est conscient qu'au mois de novembre 2018, l'année dernière, dans la Seine en Ile-de-France, les 3/4 du débit de la Seine, ça venait de lac réservoir. Ce n'était pas de débit naturel. Mais on a rarement eu de crise en fait, concrètement sur les étiages. Donc, voilà, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est partagé, mais qu'on a un niveau de connaissance, on va dire, un peu de la communauté qui est moins important finalement sur les étiages sévères, et on a un niveau de connaissance aussi qui est moins développé sur les conséquences des étiages sévères. On est capable d'illustrer certains seuils de fonctionnement, comme par exemple la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Alors c'est 4 mois de chômage technique, c'est important pour le territoire, au point de vue de la France, c'est peut-être pas très grave, on est capable de suppléer cette centrale, mais il y a d'autres seuils, on va dire, qui vont être critiques pour les questions de l'eau potable, pour l'assainissement aujourd'hui, qu'on a un peu de mal, on va dire, à appréhender de manière globale, de manière un peu intégrée, comme on a pu le faire là sur les inondations. Juste pour rebondir, ça dépend. Enfin, il y a deux questions dans votre question. Il y a la question qui c'est on. Parce que typiquement, les Grands Lacs, forcément, par leur travail, ils sont plus en avance que beaucoup d'acteurs. Du point de vue scientifique, effectivement, il n'y a pas forcément de financement. Là aussi, il faut vraiment de l'argent pour travailler dessus. Donc c'est très inégal. Il faut rappeler quand même que ces questions d'inondation, nous on est dedans pour des raisons différentes, mais on n'est pas si nombreux à travailler dessus. Et quand on explique à des élus, par exemple, qu'en 2019, on ne sait pas comment l'eau circule dans les sous-sols parisiens, on ne croit pas au départ. Et ça renvoie à une deuxième question qui est quelle est la perception des risques liés à l'étiage. Or, il a déjà été extrêmement difficile de mobiliser les acteurs du territoire, du niveau national au niveau local, sur la question des inondations. Avant 2016, tout le monde s'en fichait. Enfin, je veux dire, il faut être... Alors, on avait quelques personnes à droite, à gauche, dans un service, mais ces gens-là sont des héros, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, à elles toutes seules, portaient ce sujet, travaillaient, on ne les écoutait pas, on ne les entendait pas. Parfois même, on les déplaçait parce qu'elles faisaient trop de bruit. Certains postes, c'était on va te mettre là, en gros, c'était ta punition, c'était le placard. 2016, on a eu la chance d'avoir à Paris, à la zone de défense de Paris, un préfet de zone qui s'est emparé du sujet, comme d'ailleurs par le passé d'autres préfets ou préfètes, d'ailleurs c'était des femmes, l'avaient fait, et qui a lancé cette idée de l'inondation comme quelque chose de fort et qui a débouché sur Sequana, sur les grands exercices Sequana. Depuis 2018, la dynamique retombe. Et on voit que tous les acteurs qui s'occupaient de ça sont partis. Alors il y a c'est repris par d'autres personnes qui reprennent le flambeau, mais on n'a pas de continuité. Sur les étiages, on n'en est même pas là. Pourquoi? Parce que qui a vu de son vivant la Seine sans eau? On a des cartes postales qui montrent des gens qui pique-niquent dans le lit de la Seine. Ces images-là n'existent plus. Pas plus que vous n'avez vu de votre vivant, à part peut-être pour ceux qui étaient en plus l'autre cours dans les années 50, 1924, je pense qu'on n'a pas de gens dans la salle qui sont... Voilà. 1955, vous l'avez vu 6 ans. Voilà. Vous avez une bonne mémoire, parce que la plupart du temps, on s'en souvient. Enfin, qui a vu de l'eau dans les rues? Et ça, c'est très important. Parce que du coup, cette idée que les fleuves peuvent déborder, les gens, enfin voilà, moi quand je faisais mes enquêtes en 2003, les gens me disaient, mais madame, ils sont en costume d'époque. Depuis, on s'est empêché ça. Imaginez sur les étiages, ça n'est pas à l'agenda. Pourtant, c'est un risque qui est majeur, et on pense que le changement climatique aura de toute façon des conséquences sur ces étiages.
Donc voilà, c'est un risque qui n'est pas négligé. Aujourd'hui, la perception de ce risque n'est pas là. Et donc c'est compliqué. C'est très intéressant de dire qu'on n'a pas forcément vu la Seine déborder, mais par contre on a tous cette image en tête, alors que l'outillage il est arrivé, mais personne ne l'a fait. Vous nous avez parlé de la crue de 1910, c'est la crue de référence qui était à la base de vos estimations. Or, en fait, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas vivre une crue bien plus importante dans la mesure où les choses ont bien changé, on a imperméabilisé les sols, et par des constructions, par des parkings, etc. Mais aussi, les techniques agricoles ont changé, et c'est vrai que beaucoup de champs, la plupart des champs, je dirais, sont transformés un petit peu en toile cirée maintenant, n'absorbent plus l'eau. Donc, n'y a-t-il pas effectivement là aussi un moyen de limiter les effets des inondations en essayant d'adopter des actions préventives à la source, quoi. Alors je parle sous le contrôle du spécialiste d'hydro, mais sur l'ensemble du bassin versant, les questions d'imperméabilisation, elles jouent de façon locale. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a des endroits où il y a plus d'eau, probablement parce qu'on a eu des phénomènes d'imperméabilisation. Mais comme en parallèle, on a eu un ensemble de travaux qui ont, sur le lit du fleuve, sur les berges, d'une certaine façon, ça joue, mais ça joue localement. Par contre, effectivement, il est tout à fait possible qu'on ait des phénomènes météorologiques plus intenses. Et donc, on peut avoir des inondations, des crues plus importantes, avec des débits plus importants. La preuve en est, c'est que dans la directive européenne, on demande de faire des modélisations sur des crues dites millénaires, c'est-à-dire une chance sur 1000 par an, c'est-à-dire beaucoup plus important. Les scénarios qui sont envisagés au niveau des plans de gestion sont des scénarios qui vont jusqu'à 15% du débit de la Seine en 1910 en plus, R plus 15. Donc vous voyez, on les prend en compte. Maintenant, là aussi, on est dans des effets de seuil, c'est ce qu'on vous disait. C'est-à-dire que comme tout a été pensé pour des tas de raisons par rapport à 1910 et que c'est déjà compliqué de s'occuper du débit, je parle bien du débit parce que là encore la hauteur d'eau n'est pas la même, R plus 15, bon déjà on fait ce qu'on... Voilà. Sachant que les exercices c'est Quana, sachant aussi que ce qui s'est passé en janvier et en juin ont montré que les niveaux où on basculait dans des choses compliquées étaient probablement plus bas que ce qu'on avait anticipé. C'est-à-dire que jusque-là on se disait c'est 7 mètres, 7 mètres 50. Aujourd'hui, on sait qu'à 6,50 m, ça peut déjà devenir très compliqué. Je vous parle en hauteur, en réalité, qu'on n'est pas dans le débit, mais c'est un peu plus compliqué. C'est voilà. Deuxièmement, il y a un point que vous touchez qui est important aussi, c'est que, certes, au niveau du débit et de ce qu'on appelle l'aléa du processus physique, on peut avoir un phénomène analogue ou différent de 1910, mais par contre, ce qui a changé, c'est l'occupation des sols. C'est ça qui est distinct. Quand vous prenez la crue de 1910, on a évalué cette crue à peu près 1 milliard d'euros. Enfin, 1 milliard de francs, enfin c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait faire... Mais en gros, on a des montants qui ont été multipliés par 40. Or, on n'a pas une population qui a été multipliée par 40. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, une grosse partie de l'occupation s'est faite en direction des zones inondables et qu'en plus, on a urbanisé des sous-sols en y mettant des choses de très grande valeur et qui ont un impact sur l'économie. Je vous donne un exemple, vous les connaissez, hein. Là où il y avait un petit cabanon de pêche ou machin, on a mis une ville à 3 étages avec écran plasma, voiture et compagnie, puis derrière on a mis tout un village, et puis voilà. Donc je veux dire, cette transformation-là, elle est ce qu'on appelle aussi l'augmentation de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de changer le processus physique, voire même on peut avoir des processus physiques moins intenses pour avoir des dommages plus importants, parce qu'en fait ce qui change, c'est notre façon d'occuper l'espace, et là aussi de vivre. En 1910, on ne vit pas avec des appartements chauffés à 19 ou 20 degrés. On n'a pas partout de l'eau courante et on n'est pas dépendant du téléphone. Vous avez tous aujourd'hui, peut-être vous-même, des ados, la panne de téléphone portable. Moi, quand je dis à mes étudiants que j'ai connu un temps sans téléphone portable, j'ai l'impression d'avoir vécu au 19e siècle. Je veux dire, il fut un temps où nous savions vivre sans téléphone. Ça nous est arrivé. Aujourd'hui, vous n'avez plus de téléphone pour certains. Vous avez même aujourd'hui des malades qui dépendent de l'Internet parce qu'ils vont avoir des trucs connectés et que si vous coupez, c'était pas le cas en 1910. Donc vous voyez, derrière, on a aussi des modes de vie qui ont changé et qui nous rendent beaucoup plus fragiles. Aujourd'hui, vous n'habitez pas où vous travaillez. Vous ne travaillez pas là où vous consommez. Vous ne consommez pas là où vous vous divertissez. Tout ça vous rend dépendant d'un certain nombre de transports, voilà, qui n'existaient pas avant. Et puis la société a changé. Les femmes travaillent. C'est heureux. Mais qui va garder les enfants ?
Les personnes vieillissent, et c'est très bien, elles vieillissent et elles sont maintenues à domicile, parfois même dans des situations de dépendance, mais qui permettent, parce qu'on peut livrer les repas, avoir l'infirmière, etc. Ça, ce sont des situations qui n'existaient pas en 1910. Donc si vous voulez, là aussi, le réseau, on n'a malheureusement déjà pas besoin d'avoir un aléa à R plus 15, à DB plus 15, pour se trouver dans une situation qui est compliquée, parce qu'en fait, c'est pas qu'on est plus vulnérable qu'avant, on est différemment vulnérable. Et ces catastrophes, en fait, elles nous interrogent sur la transformation de notre vie. Rappelez-vous la canicule où les Français ont découvert qu'ils avaient des voisins et que les personnes âgées vivaient seules parce que leurs enfants partaient en vacances. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans des situations sociales où ça a changé. Et donc, effectivement, on essaie déjà de se projeter et de comprendre aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut connaître de l'événement, et c'est pour ça qu'on prend ces scénarios qui sont de la fiction d'une certaine façon, mais de comprendre les fragilités. Je vous donne un exemple très bête. On s'est rendu compte que pendant ce type d'inondation, il y avait un truc tout idiot, hein. L'argent. Comment vous payez? Le terminal de carte bleue, il ne fonctionne plus, surtout qu'en plus maintenant, il faut parfois Internet pour le faire fonctionner. Le distributeur automatique, vous oubliez. Comment vous payez? On a juste un problème de liquidité. C'est complètement idiot, hein, comme truc. Voilà. Et donc imaginez les problèmes qu'on a à gérer. Alors les élus les connaissent, hein, parce que quand ils sont mais on a des trucs en chaîne auxquels on se dit ah mais zut, mais c'est tout bête, effectivement, j'y ai pas pensé. Oui, j'ai pas pensé aux toilettes, j'ai pas pensé aux égouts qui refoulent, j'ai pas pensé au fait que j'ai besoin du téléphone parce que la personne qui est sur une télé-alarme, aujourd'hui elle est sur une télé-alarme, manger sur le téléphone. Le pompiste, la station-service. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué à gérer pour les pouvoirs publics parce que ça vous donne des... Ah bah oui, après, c'est enfin. Culturellement aussi, il faut dire que les questions d'aménagement du territoire dans les politiques un peu sur les risques naturels sont des choses récentes par rapport à l'aménagement des cours d'eau. Je regardais quelque chose il n'y a pas si longtemps. Construire des digues, construire des ouvrages pour se protéger des inondations, on faisait déjà ça au XIIe siècle, hein, sur la Loire, pour se protéger. Les premières questions qu'on s'est posées un peu sur l'aménagement du territoire, c'était dans les années 1930. On s'est dit, mais comment on va réfléchir à tout ça, à réguler l'aménagement du territoire? On n'a pas fait grand-chose, hein. On a attendu les inondations, je crois, de Vaison-la-Romaine dans les années 90 pour inventer. Maintenant, on va faire des PPRI, on va faire des plans de protection, prévention, sur le risque d'inondation. Aujourd'hui, les PPRI, on n'en a pas sur encore la totalité des communes qui sont inondables en Ile-de-France. Enfin, voilà, donc il y a aussi... dans la culture, quelque chose qui est vraiment rentré tard en fait sur la prise en compte de ce risque-là.